L'iPad Pro est désormais boosté à la puce M2. Quant à l'iPad 10, il se décline dans un nouveau design aux bordures affinées. Que penser de ces nouvelles générations de tablettes? Les pros ne devraient-ils pas privilégier un Mac à la vue de l'envolée tarifaire d'Apple? Même constat pour l'iPad 10 dont les prix flambent, surtout que la pomme oblige à utiliser encore des adaptateurs, ne fût-ce que pour charger son stylet et de mettre un peu plus la main à la poche. Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ERLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire avec comme chroniqueur ici en plateau à mes côtés Stéphane Zibi de Unisix. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. En duplex, pas très loin, je suis un petit peu loin. Et un coup de TGV, on n'est pas si loin de la Belgique. Bonjour Christophe de Grave. D'Underside. Super content d'être là pour parler des nouveaux iPads. Ouais, on va en parler en fin d'émission. Superbe, la dictée magique, de toute beauté. On vous en parlera en fin d'émission, on a une surprise pour vous, restez jusqu'au bout. Et en duplex également, Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Mais salut Olivier, moi j'ai migré dans le sud, écoute, mais pour autant il fait pas beau aujourd'hui, donc tu vois c'était pas une affaire. Et comme on teste pas ce coup-ci des iPhones en jet ski, on teste des adaptateurs Lightning, donc on peut rester à l'intérieur, c'est bon, tu vois. Enfin, un salut particulier, il ne faut pas les oublier, aux membres du club ORLM. C'est la version premium de notre chaîne sur YouTube. En vous abonnant à cette chaîne, vous soutenez l'équipe d'ORLM. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous, 24 heures en avance. Vous pouvez la suivre en direct, bien sûr, poser des questions en vidéo, échanger avec l'équipe au quotidien via un chatroom ou une chatroom en Discord et venir ici au Village BCA à Paris. Ce magnifique studio est à visiter. Vous assistez aux enregistrements, aux coulisses, vous allez voir, c'est formidable. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code que vous avez vu passer dans l'émission. Allez, nous allons parler des nouveaux iPads. Et l'on commence par notre sondage de la semaine. C'est de tradition dans cette émission. Quel iPad envisagez-vous à terme d'acheter? Vous êtes 25,3% à répondre l'iPad 10, 8,9% seulement l'iPad Air, 31,2% l'iPad mini et 34,9% l'iPad Pro. C'est une vraie surprise l'iPad mini, j'ai du mal à comprendre, je demande si je ne suis pas emmêlé les pinceaux dans mon Non. Alors, en majorité, la majorité va à l'iPad Pro. C'est donc l'iPad Pro qui attire la majorité de vos suffrages. Ça ne nous arrange pas parce que ce n'est pas ça qu'on avait prévu dans l'historique de l'émission. On va d'abord nous intéresser à l'iPad 10 qui semble ne pas vous séduire. Il affiche pourtant un tout nouveau design. iPad 10, au revoir les bordures. Bonjour, le ridicule, on peut titrer comme ça, c'est un raccourci, mais c'est un peu ça, hein, c'est la nouveauté la plus marquante de cette gamme iPad, un tout nouvel entrée de gamme. Je ne sais pas si on peut vraiment en parler d'entrée de gamme d'ailleurs. À ce prix-là, non. Non, à ce prix-là, mais on va... Ouais, tarif assez élevé, 589 €. Mais on reviendra sur les prix d'Apple en fin d'émission. Je vous laisse... ajuster vos arguments pour la fin de l'émission. Alors on va l'appeler l'iPad de base, hein, parce que l'iPad d'entrée de gamme c'est un peu exagéré. Il faut rappeler aussi que Apple conserve l'iPad 9 toujours à son catalogue à 439 €. Bref, du nouveau au régime du design pour l'iPad 10. Au revoir les bordures et Touch ID comme l'iPad Air. C'est un peu en résumé ainsi, on peut dire ça peut-être Didier. Oui, il était temps quand même que ça change, ça fait plus de 10 ans, tu te rends compte qu'on avait ce design avec un bouton. Et là, on change d'époque, c'est vrai, on perd le bouton. Tu vois, il y a des gens qui étaient nostalgiques. Moi, j'avais très peur avec les enfants, par exemple, qui perdent leur repère un peu, puisqu'il faut quand même faire du tout tactile. Donc, c'est comme le passage à l'iPhone 10. Tu te rappelles, tout le monde Enfin, il y en avait pas mal qui étaient perturbés avec ça. Mais on va y revenir dans l'émission. On gagne vraiment au change sur tous les plans. Alors, on n'a peut-être pas Face ID, Promotion, tous les petits trucs un peu réservés à l'iPad Pro. Mais on a des airs d'iPad Pro. On met un pied dans le monde des pros. Et je trouve que si on met vraiment de côté cette histoire de prix, c'est vraiment un iPad qui est très séduisant esthétiquement et au niveau des fonctionnalités, ne serait-ce que par le grand écran. On récupère quand même de la surface d'écran finalement. Ouais, un écran qui s'agrandit légèrement, Stéphane, hein, par rapport à l'ancienne version qui était en 10,2 pouces. Oui. Non, c'est un écran qui s'agrandit, donc passe de 10,9
au lieu de 10,2 pouces. Il se décline en 4 couleurs, donc l'argent, le bleu que nous avons ici près de nous, le rose et le jaune. On a vu le jaune sur le plan de Didier, effectivement. Donc c'est plutôt, voilà, donc ça c'est sûr qu'au niveau nouveauté, et surtout c'est pas le même écran que l'iPad RM1. Ah, il ressemble beaucoup à l'iPad RM1, mais c'est pas du tout le même écran. Ouais. Il n'est pas laminé, il y a un petit écart entre l'écran et le verre, il n'y a pas le même traitement anti-reflet, il est plus sensible donc à ceci. Et la luminosité maximale, c'est dur à dire, luminosité maximale est donc de 500 nits comme les iPad Air, l'iPad 10. Lui, il est privé de Stage Manager, puisque l'Apple le réserve uniquement aux puces M1 et aux anciens iPad Pro. Manager, vous savez, c'est le mode multitâche qui est arrivé dans l'iPad, dans la version d'iPadOS. Donc on en parlera également. On a réservé une petite rubrique en fin d'émission, une petite chronique pour savoir ce qu'on en a pensé après quelques semaines de tests. Alors, différence de taille peut-être avec Christophe, c'est que la nouveauté, c'est une bonne surprise, on ne s'y attendait pas sur cet iPad, c'est qu'Apple a enfin fait migrer la webcam, Christophe. Tout à fait, donc au lieu de se trouver comme ceci avec la caméra de ce côté-là, on se retrouve avec la caméra. Ouais. Exactement. On se retrouve avec la caméra en mode horizontal et c'est beaucoup plus naturel. Donc sur le haut en fait, quand il est en mode horizontal, c'est beaucoup plus naturel à l'usage. Du coup, on donne vraiment l'impression à son interlocuteur de le regarder et pas de regarder à côté de la caméra. Donc c'est plutôt pour ça, c'est sans doute l'une des nouveautés les plus agréables pour ce nouvel iPad. Ouais, c'est vrai que c'est quand on fait une visio avec un iPad, on a tendance à regarder à gauche et on ne regarde jamais l'interlocuteur parce qu'on ne peut pas regarder l'écran. Et si on regarde l'interlocuteur, on regarde à droite. Donc c'est assez mal foutu, même s'il y a la fonction cadre centré qui est arrivée, qui était aussi disponible sur l'iPad 10, soit dit en passant. Mais il était temps que ça arrive, mais c'est arrivé que sur l'iPad 10. Vous allez voir quand on va parler de l'iPad Pro M2 que j'ai à côté de moi, ça reste avec mieux quand même. Ça reste avec la webcam qu'on devine ici sur le côté. Une question, regardez sur Twitter de Mano. L'iPad 10 a mis la caméra sur le côté paysage en haut. C'est une belle avancée en effet. Vivement cela sur tous les iPads. C'est peut-être aussi ce qui empêche d'utiliser le Pencil de deuxième génération, la caméra empêchant le positionnement des aimants pour la zone de chargement. Eh bien non, on a fait le test tout à l'heure avec ton... Oui. Vas-y, regarde. Il y a bien les aimants sur l'iPad. Bon, il est un peu tordu, je n'arrive pas à le mettre. Ouais, mais dans l'autre sens, il va tenir mieux, regarde. Quoi ? Ah bah oui, regarde. Ça regarde. Ouais, bref, il y a des aimants, mais... Il faut mettre ta bobine quand même derrière, Olivier. Mais je sens que tu veux te lâcher, Didier. Apple a fait le choix assez bizarre de conserver le Pencil de première génération. Pour ce Alors, écoute, oui... Bon, alors c'est pas si bizarre parce que Apple te dit dans les briefings que en fait c'est surtout parce qu'il y a plein de gens qui ont acheté donc ce Pencil dont le prix d'ailleurs ça les embête pas de ne jamais baisser le prix des Pencils qui datent de 2016 quand même, ils n'ont jamais été aussi chers. Ouais. Et donc c'est compréhensible que si effectivement tu en as acheté plein pour des écoles et tout, que ce soit compatible. Donc ils ont sorti ce petit adaptateur. Oui, il y a beaucoup de gens, ils en ont vendu quelques milliers d'exemplaires, j'imagine. Oui. Tu sais que je viens de le recevoir, l'adaptateur, et ça fait une semaine que j'ai les iPads, donc j'ai pas pu utiliser le stylet parce que tu en as besoin pour le synchroniser. Mais regarde, t'as pas besoin que encore de l'adaptateur, il faut encore, j'en ai pas, de câble USB-C pour le relier à ta tablette là. Ouais, il faut 2 accessoires pour le synchroniser. Non mais c'est du délire pur. Ils n'ont pas d'excuses. Ce truc-là, vraiment, ça ne devrait pas exister, sauf effectivement si tu veux réutiliser des stylets que tu as déjà achetés, pourquoi pas. Mais tu devrais avoir une solution, on va dire, voilà, ça fait depuis 2018 qu'ils ont sorti un Pencil qui peut se charger de façon aimantée. Ouais. En plus, c'est du Bluetooth, donc ils pourraient le synchroniser d'une autre façon. Enfin bref. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'est pas compatible avec le V2 du tout. C'est-à-dire que tu n'as aucun moyen de le rendre compatible. Il n'y a même pas d'adaptateur, rien du tout. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors, ils ont quand même sorti, tu vois, je l'ai là. Je ne sais pas s'ils te l'ont donné, mais moi, j'ai tout acheté, donc forcément. Mais j'ai le crayon de Logitech qui, lui, est USB-C, donc que tu peux brancher en direct, qui est largement suffisant vu l'usage, honnêtement, avec les enfants et tout. En fait, il n'y a pas juste la pression. Donc, en fait, c'est juste un moyen de dire aux professionnels, ceux qui voulaient s'en servir de petites tablettes un peu d'appoint, c'est pas terrible, tu vois. C'est vraiment juste pour du stylet d'enfant, pour voilà, peut-être de la prise de notes, des choses comme ça va très très bien. Mais si tu veux vraiment faire du graphisme, en plus, on l'a dit avant, t'as pas l'écran laminé, c'est-à-dire que t'as l'épaisseur du verre, donc ça crée un décalage, donc ça aussi c'est un peu casse-pied. Donc on peut dessiner dessus. Très, très sympa. Mais effectivement, cette histoire de stylet est vraiment nulle.
D'autant que je pense que Apple, c'est quand même la plus grosse boîte du monde. Ils auraient pu trouver une solution un peu plus élégante que ces adaptateurs. Dernier point juste pour finir, parce que moi j'ai mis les enfants en fait sur l'iPad pour les faire dessiner. Et ouais, eux ils étaient très contents de dessiner au stylet et tout. Par contre, il y a beaucoup de reflets sur cet écran, c'est-à-dire que pour le prix, on n'en a pas parlé juste avant, mais t'as pas l'anti-reflet. Et vraiment, il y a une différence énorme. Non, mais il m'écoute pas. Non, mais je t'ai écouté, mais t'as pas assez râlé, c'est ça que... Ah oui, non, j'ai pas fait c'est ton rôle de râler. Parce que l'anti-reflet, c'est juste une petite couche, tu vois, de plastique. Enfin, je sais pas exactement ce qu'ils mettent dessus, mais qui en gros t'empêche d'avoir des reflets, mais c'est pas un truc qui coûte super cher. Et là, on est quand même à une tablette à 600 €. Et vraiment, quand tu mets à côté d'un iPad Pro, là, même les enfants d'intérieur près d'une fenêtre, c'est fatigant, tu vois, d'avoir ça. Je suis assez d'accord avec toi. Pour le reste, je dirais que l'écran y va, hein, c'est pas non plus... Alors, restons un instant sur l'USB-C, donc c'est une avancée étonnante. Il semblerait que qu'Apple se fasse un petit peu bouger par l'Union européenne, hein, qui semble imposer à marche forcée l'USB-C à Apple. Bon, c'était déjà le cas sur l'iPad Air, c'était le cas sur l'iPad Pro, donc c'est une bonne surprise. Ce qui est un peu ridicule, c'est effectivement cette histoire de stylet qui nécessite un adaptateur qui est quand même vendu à part. Tu l'as montré dans la petite boîte qui est là, vas-y prends-le Stéphane, qui vaut à lui seul 10 €, qui est difficilement trouvable en magasin en plus, donc c'est un peu galère. Et sachez qu'on ne peut pas synchroniser le pencil si vous ne l'avez pas. Hein. Si vous voulez utiliser votre pencil et que vous ne pouvez pas l'utiliser du tout, ce n'est pas juste pour le recharger, il faut au moins le synchroniser une fois. Quel est ton sentiment de l'arrivée de l'USB-C? C'est à la fois une bonne chose, d'un autre côté, comme le disait très, très justement Didier, on s'étonne qu'une boîte comme Apple... utiliser une stratégie aussi hasardeuse. L'argument d'Apple, c'est de dire il y a une base installée importante, on privilégie la base installée et donc on ne change pas notre stylet. Oui, moi je pense que c'est surtout positionner un produit à tout prix en entrée de gamme, donc par tous les moyens. Donc on parle de l'écran, on peut parler aussi du taux de transfert de l'USB-C, qui n'est pas celui qui est promis par l'USB-C. Hein. Ici, on reste sur un taux de transfert qui est équivalent à l'USB 2, donc on remonte à des années. Hein. C'est quasiment du Lightning, quoi. On est toujours bloqué à la vitesse du Lightning, quoi. Exactement. Donc c'est du vintage, hein, presque aujourd'hui. Par contre, même si on ne peut pas défendre l'indéfendable, c'est vrai que le truc qui est quand même sympa, c'est qu'avec l'adaptateur, comme on doit venir connecter un câble entre les deux, ça veut dire qu'on ne risque plus de casser le stylet, le pencil, une fois qu'il est en charge sur l'iPad. C'est la seule chose positive que je vois. Et donc, voilà, je veux trouver un poste à l'Apple Store de Bruxelles, si tu veux. Hein, si tu as besoin. Oui, là, je crois que là... Non, mais blague à part, c'est assez incompréhensible. En tout cas, c'est un argument de poids si vous voulez prendre un iPad Air, en clair. Hein, parce que d'une part, vous pouvez mettre le Pencil 2 dessus, on verra tout à l'heure, on a fait un petit comparatif, vous verrez tout à l'heure. Et puis surtout, il a vraiment un vrai USB-C, Didier. Oui, mais après, en fait, le problème, c'est le prix. Parce que ce truc-là serait vendu 300 €, tu ne te poserais même pas la question. Parce qu'en fait, l'USB, aujourd'hui, il est plus tant utilisé. Il n'y a plus beaucoup de gens qui font vraiment de la sauvegarde ou du transfert de fichiers en USB. Donc, ce n'est pas si grave. C'est plus dans l'idée d'avoir un USB lent. Tu dis, le jour où j'en ai un peu besoin et tout, il va être lent. Maintenant, on fait beaucoup du transfert via AirDrop. Donc, il y a quand même le Wi-Fi 6 qui est quand même très rapide sur cette tablette. Donc, tu vois, moi, je trouve que le positionnement de cet iPad, le problème, c'est que le prix. Si on n'aurait pas ce problème du prix, il y a plein de questions qu'on ne se poserait plus. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu as un iPad Air, tu vois, 4, quasiment pour le prix, enfin tu arrives à le retrouver en reconditionné et tout, pour le prix de celui-là. Et alors là, la différence est mouse en fait, en termes d'écran, en termes d'USB, en termes de stylet, mais c'est plus du tout le même public, quoi. Tu dis pas, tiens, j'ai mes enfants, je vais leur prendre un iPad Air, ça n'a pas tellement de sens. Bon, heureusement, moi personnellement, je branche très rarement un disque externe sur mon iPad, et j'utilise AirDrop, et là, ça fonctionne plutôt bien avec l'iPad 10. Pour être complet, l'iPad Pro M2, lui, est équipé non pas d'un port USB-C, mais d'un port Thunderbolt 3, donc ça va beaucoup plus vite, jusqu'à 40 gigabits par seconde, donc ça va vite. Un mot, ce qu'il y a sous le capot tout de même, hein, pas de M1, c'est réservé à l'iPad Air désormais. La puce qui équipe l'iPad 10, il y a tellement de références aujourd'hui, c'est la puce A14, c'est pas la même puce que l'iPad mini qui est la puce A15, donc c'était déjà un beau bordel, sachant que l'iPad 9 c'est une puce A13. Moi, je suis chez un marketeur de chez Apple, j'ai du mal quand même à vendre mes machines, je sais pas, mais j'y comprends plus rien, la gamme, Stéphane. Ouais, non, mais on va peut-être en avoir le cœur net. Quand on fera les benches tout à l'heure. Voilà, mais déjà, on a de plus en plus de gens et d'auditeurs qui nous demandent qu'est-ce qu'on n'achète pas et tout, et c'est devenu de plus en plus difficile déjà pour les iPhones. Est-ce qu'on doit les acheter, etc.
en ces moments où on doit bien un peu plus réfléchir à notre consommation. Là, quand on entend ce qui vient d'être dit, on se poserait quand même plein de questions, parce qu'on a l'impression que c'est le reste, les soldes, entre guillemets, de composants qu'ils avaient pu avoir ces derniers temps. Et ils recyclent, tu veux dire. Ouais, et c'était presque dit. Et donc, s'ils avaient présenté peut-être cette machine comme une machine de recyclage, avec des composants qui sont encore de bonne facture. Mais pas les dernières générations. Et pas les dernières générations, avec un prix qui est en conséquence. Ouais, là, je pense, voilà, mais voilà un peu là où je veux en venir. Je pense que là, on aurait potentiellement trouvé cette machine géniale. Ouais. Mais oui, non, mais là, c'est pas le cas. Il faudrait qu'il soit vendu au prix de l'iPad 9, mais on en reparlera tout à l'heure. Une question sur Twitter d'Alexandre. Regardez, pourquoi Apple n'a pas profité de la mise à jour de l'iPad Pro pour mettre justement à jour le Magic Keyboard ou faire le folio compatible avec chaque modèle. Je trouve que l'iPad classique avec des touches de fonction toujours absentes sur le Pro est incroyable. Effectivement, allez, avec Didier qui dit nouveau design, dit nouveau clavier qui l'accompagne, l'iPad 10, un nouveau, il s'appelle le Magic Keyboard Folio. Et il est différent du Magic Keyboard qui est l'iPad Air ou l'iPad Pro que j'ai à côté de moi, Didier. Tu veux nous le présenter et l'ami Stéphane nous ferait la démo en plateau. Maryse. Alors, écoute, regarde, déjà le toucher, on va commencer par les points positifs, c'est-à-dire qu'il est en deux parties, et la partie clavier, c'est la même que le Magic Keyboard classique, donc on a un trackpad multitouch, hyper agréable, on a une touche de fonction, enfin une rangée de touches de fonction, donc c'est inédit, très bien, pour régler la luminosité et donc tout. Donc c'est en deux parties, alors que celui de l'iPad, il est en une seule partie. Attends, je vais venir aux défauts après. Moi je vais te dire déjà, j'aime beaucoup le toucher, la frappe, je trouve que c'est un des meilleurs claviers pour iPad en termes de frappe. Le trackpad multitouch, c'est vraiment génial. Et en plus, on va dire qu'une fois replié et tout, ça prend pas trop de place. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'était le côté cool. Après, tu le mets sur tes genoux et puis tu te dis, mais en fait, c'est bizarre parce qu'il brinque-balle de tous les côtés, il tient pas. Non, parce qu'en fait, donc il est en deux parties. Surtout sur les genoux de Stéphane, c'est quasiment mission impossible. En fait, il est en deux parties. Il a des gros genoux. Non, c'est bon. Didier a raison, c'est ça. Voilà. Et non, mais en plus, tu vois, ils l'ont fait vraiment en deux parties pour pouvoir avoir la partie où tu n'as pas besoin du clavier, donc tu poses juste sur ta table pour, j'en sais rien, faire. Le clavier est 100% détachable, on peut vraiment l'enlever, ce qui n'est pas le cas de l'iPad Pro. Regardez, là, je suis obligé d'enlever tout l'iPad sur le. C'est plutôt cool, mais je trouve que ça te fait une coque que à l'arrière, donc c'est pas très utile parce que c'est l'écran surtout qui prend, qui est vraiment problématique. Donc en fait, le fait qu'il soit détachable, c'est juste pour des usages sans clavier. Bon, tu te dis, ok, imaginons, pourquoi pas, mais autant prendre un Smart Folio, enfin pourquoi pas. Et je dirais que le deuxième souci de ce clavier, je sais plus ce que je voulais dire. C'est qu'il est en deux parties. C'est bizarre. Vas-y, regarde. Tu as le clavier. Vas-y, démonte le clavier. Et puis tu as un dos qui est aimanté. Vas-y, tire le clavier, n'aie pas peur. Tu peux l'arracher. Voilà. Voilà. Et tu as un dos qui est aimanté. Enlève le dos. Je l'enlève le dos. Donc il faut coller le dos. Voilà, montre à la caméra. N'oublie pas qu'il y a une caméra. Les deux en même temps, c'est mieux. Voilà. Si tu veux y arriver. Un jour, tu vas y arriver. Voilà. Écoutez. Hein. Ouais. Voilà. Je trouve que, Olivier, pour rebondir là-dessus, le fait qu'il soit détachable en deux parties, je trouve ça plutôt pas mal parce que finalement, ça vous permet de... l'Apple Store. Il y a un poste qui se libère. Parce que j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je sais plus quoi dire là, quand même. Ouais, j'ai entendu qu'il y avait un poste qui se libérait sur la Belgique et le Luxembourg. On m'en a fait part. Une fois, là, il y a une poste qui se libère. Non, mais ça va. Il y a les touches de fonction. Regardez ces magnifiques images de Didier Policani. Ah oui, non, mais quel talent. Ça m'aurait pas étonné parce que j'ai vu des vidéos. En réalité, le fait de l'avoir en deux parties, c'est quand même bien sympa parce qu'on peut se priver du clavier pour certains usages. C'est vrai. Comme par exemple le fait de le positionner sur une table pour regarder une série. Tu vas voir ce que c'est qu'un démo. Voilà, j'ai fait la démo parce que nous avons des soucis avec notre Stéphane Zibi National. T'as vu? Mais non, mais je suis disturbé en fait. Le fait de le mettre en deux parties, t'es obligé. Enfin, il est super long. Oui. En tout, j'ai mesuré 33 cm contre 23 sur. On sait que la taille compte, mais des fois, quand c'est trop long. Je savais pas le dire. C'est pas très fort. Alors, sur les genoux et les tablettes, c'est pas pratique. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut le retourner. Pratique, donc on peut travailler avec le truc derrière. Et si vous voulez pas, mais tu touches les touches, c'est pas pratique. Alors c'est pas grave, regardez, faites ça, et vous le retournez, et là vous avez touché plus les touches. Voilà, donc c'est l'avantage effectivement. Il y a des bons côtés, tu as raison Christophe. Mais ce qui est compliqué quand même, c'est les deux parties, clac, tu vois, démonter. Olivier, prends-le à une main. Clac, et puis tu as le mets en mode clavier et tu le prends à une main, juste pour prendre ta tablette, comme ça tu veux la déplacer. Ouais. Et t'as tout qui se barre en fait. Tout ce qui se barre, ouais. C'est pas très. Voilà. Mais bon. Attends, tu veux que j'achève le truc? Non.
Vas-y. 300 euros. 300 euros, ouais. C'est fini. Fin du débat. 300 euros. 300 euros en plus des 589. Ouais. À 1000 euros, t'as un clavier et une tablette entrée de gamme. C'est un mensonge éhonté parce que c'est 299 euros. Oui, voilà. L'euro fait toute la différence. Mais surtout pour ce que là, tu as un rabat. C'est très important. Ça fait qu'il tient tout seul. Merci Apple. Voilà. Donc Christophe, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Qu'il a raison. Comment est-ce qu'on peut défendre Apple un rabat? Par rapport à quoi, Stéphane? Non, par rapport au prix de l'iPad, plus le clavier à 299 euros. Je crois que la Mercedes... Aïe, je fais tout tomber. Je crois que la Mercedes, les amis. Non, mais voilà. Non, mais en gros, comme l'a dit un grand penseur, Julien Audara... Oui, il se reconnaîtra. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est... non, il a dit d'autres mots que je ne vais pas dire, mais c'est vrai que Apple ne s'est pas renommé Dacia Apple. Oui, voilà. Mais je t'ai mis le bordel dans ta chambre, donc je te le remets en place. Voilà, et puis regarde, je te l'allume. Hein, comme super. Ça, tu as une lumière. Mais je préfère. Tu peux te réveiller. Je te tape même le code. Regarde, c'est 0000. C'est très compliqué. Tu verras. Voilà. Et non, blague à part, je trouve que ce qui est vraiment dommage sur ce clavier, c'est vrai que la touche est très agréable pour paraphraser notre ami Didier, mais je trouve juste dommage par rapport à la version du Pro, c'est que j'aurais voulu juste qu'elle soit rétroéclairée. Voilà. Pour 300 euros, je pense qu'ils auraient pu rétroéclairer. J'avais oublié encore celle-là, tu vois. Rétroéclairée à 300 euros. Après, je ne sais pas si tu sais, leur système de smart keyboard permet de le faire. Attends, on n'a pas dit, Olivier, c'est important. C'est que le smart connector n'est pas au même endroit. Ils ont réussi à te faire exactement il est là. Le même design, sauf qu'ils ne te le mettent pas au même endroit. Bon, ici, il est en bas. Voilà, là, il est... Non, ne le fais pas. Mais du coup, tous les accessoires prévus pour l'iPad Air et l'iPad Pro 11 pouces sont pas compatibles. Voilà. Et c'est une vravraie volonté, c'est l'air de dire. En fait, tu veux prendre un iPad comme un iPad Pro, tu vas pas avoir un bel écran, tu pourras pas bien dessiner, tu n'auras pas un bon port USB, tu n'auras pas un bon clavier. En fait, mais pourtant, on te le vend quand même au prix presque de l'iPad Air. C'est ça qui est fou, en fait. C'est ça qui est dingue. Essayons de positiver quand même un petit peu, parce que le design est quand même sympa. Franchement. Je lui ai mis 8 sur 10 à cet iPad, si jamais, sur le site. Bon, soit clair. Il y a quand même des progrès du côté des capteurs photo. Il y avait vraiment besoin d'un gap. Prends des photos avec l'iPad. Non, Didier, fais ton vendeur. À part l'oncle dans des mariages. Au Christophe. Oui, mais je veux pour bien. Scanner aussi. Hein? Oui, pour scanner avec les photos, mais effectivement, la caméra frontale qui est devenue la caméra frontale qui est devenue 12 mégapixels. C'est plutôt une bonne chose, je trouve, quelque part. Ça nous permet d'avoir plus de détails, plus de piquets sur la photo. Donc ça, et le fait d'avoir aussi deux haut-parleurs à gauche et à droite. Hein. J'étais également surpris, oui. Ah bah voilà, c'est le défaut de l'iPad, comparé à l'iPhone 9, c'est le jour et la nuit. Didier, tu confirmes? Didier? Oui, non mais vraiment, en fait, c'est vraiment, tu montes en gamme sur tous les niveaux. 12 mégapixels également, quand même, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Et puis, en fait, il y a plein de gens qui prennent des iPads un peu basiques, même pour le boulot, tu sais, en deuxième appareil, pour aller faire des photos, j'en sais rien, des architectes pour aller faire des photos de chantier sur le terrain et tout, qui n'ont pas envie de mettre des fortunes dans des iPads Pro, et puis qui se disent, bon, au pire, si je le pète, ils sont riches, reprends un, tu vois. Achètent un iPad Pro. Non, mais je veux dire, il y a plein de gens qui bossent des VRP et tout, ils ont besoin de prendre en photo des bagnoles, tout un tas de trucs, et tu te dis quand même, c'est bien d'avoir un truc correct. Des Tesla. Surtout 12 mégapixels, je crois que c'est quand même l'iPhone, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais le 7, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est pas non plus un capteur de ouf, mais c'est un peu le minimum aujourd'hui si tu veux faire des photos correctes, quoi. Bon, allez, l'iPad 10, on mettra la note en fin d'émission. Soyez attentifs, soyez au rendez-vous, on tease. Gros plan présence sur la nouvelle tablette d'Apple Pro, la version Pro, l'iPad Pro M2. Mais d'abord, on fait un point sur les dernières actus et rumeurs autour d'Apple avec Didier. Nouveau, la boutique ORLM est ouverte sur notre chaîne YouTube et en scannant ce QR code, découvrez nos t-shirts, casquettes, sweatshirts, polo mug, tapis souris entre autres, aux couleurs d'ORLM dont certains sont des tirages limités le temps d'une saison, une belle manière de soutenir On refait le Mac. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé. Qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine, mon ami Didier ?
Eh ben écoute, mon cher Olivier, on va parler d'Exode, et déjà d'Exode chez Apple, puisque Apple perd 2 de ses VP, donc les personnages qui sont dans l'organigramme juste en dessous de Tim Cook, et pas des moindres, hein, puisqu'on parle de Evan Hanke qui est à l'Apple Store en ligne. Voilà, et puis Jen Horvath qui est à l'information, donc c'est vraiment des vraies pointures aujourd'hui. Alors effectivement, ça peut être des départs à la retraite, mais là ils sont a priori encore assez jeunes. Donc on ne sait pas trop ces derniers temps, hein, il y a beaucoup de départs quand même chez Apple. Peut-être qu'ils sont happés par la concurrence. Écoute, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des petits problèmes d'entente en haut de la hiérarchie. En tout cas, on en saura peut-être plus ces prochains mois. On enchaîne avec les modems. Oui, alors tu sais qu'Apple avait racheté la division modem d'Intel et on pensait que ça allait arriver très très vite, qu'ils allaient nous faire plein de modems 5G, et ben ça arrive toujours pas, écoute. Donc a priori pour l'iPhone 15, on devrait encore avoir des modems Qualcomm, donc peut-être pour l'iPhone 16, mais j'ai l'impression qu'on fait cette rumeur chaque année en fait. Et on enterre le FireWire. Ouais, alors ça c'est passé sous le radar un peu, bon, qui utilise encore du FireWire, mais tu vois, dans l'audio, dans tout un tas de domaines où on avait encore des vieux périphériques, même peut-être là, tu vois, dans votre studio, il y a peut-être encore du FireWire. Quelque part. Et ben si tu passes Aventura, le FireWire c'est fini. Alors il y en a qui arrivent à bidouiller apparemment un peu, mais ça marche quand même pas très bien. Ils ont enlevé les extensions. Donc voilà, le FireWire qui était pas une norme d'Apple, hein, qui était une norme IEE, donc gérée même sur PC. Mais bon, il faut mettre fin un petit peu à ces connectiques d'un autre temps. Tu vas nous parler des Foxconn, je crois. Oui, alors on reparle d'Exode, mais là c'est dans les usines d'Apple. Alors tu sais qu'en Chine, ils ont encore des mesures Covid. Dès qu'il y a un petit foyer, ils isolent tout le monde, ils leur font des piqûres, machin. Enfin, ça devient un petit peu l'enfer pour les Chinois qui mettent un peu de temps à se rebeller, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ils en auront marre. En tout cas, là, ils commencent à en avoir marre dans les usines. C'est tellement pénible en fait qu'ils quittent les usines de Foxconn. Donc là, Apple a essayé de les payer, même de multiplier, je sais plus, par 6, je crois, leur salaire pour qu'ils restent. Donc vraiment, c'était un vrai problème. Et pourtant, la politique chinoise est toujours un zéro Covid, tout ça. Donc on isole les gens systématiquement. Et ça devient problématique pour la production. Et ça explique peut-être aussi pourquoi, par exemple, les Mac M2 Pro seraient retardés à l'année prochaine. Par exemple. Je ne te l'ai pas mis cette semaine, mais tu vois. On se demande où ils sont passés, Didier. Hein. On verra. On a bien voulu vous animer une petite keynote en direct derrière les fagots, mais on va attendre le début de l'année prochaine. Peut-être on aura une surprise d'ici Noël, mais j'y crois guère. Après l'USB-C, l'Europe veut autre chose d'Apple. T'as vu, l'Europe en ce moment est très active pour mettre de l'USB-C, pour mettre un peu des lois dans tous les sens. Alors, bon, je ne sais pas si c'est bien de tout encadrer comme ça à l'infini, si ça bride pas un peu l'innovation, mais en tout cas, l'Europe devrait pousser Apple à permettre d'avoir des stores alternatifs, des paiements alternatifs. Enfin, on veut un petit peu qu'Apple arrête d'avoir le monopole complet sur ses produits, surtout dans des pays où des fois ils ont la moitié du marché, ce qui est compréhensible aussi pour l'utilisateur qui a un petit peu de concurrence. Il faut espérer que ce soit aussi bon pour l'utilisateur en termes de sécurité. Évidemment, c'est l'argument d'Apple, hein. On contrôle tout pour vous, mais c'est bien pour vous. Voilà. Le sideloading, ça va même au-delà de l'application, hein. C'est de la beauté des applications. C'est la possibilité de télécharger une application via un site internet, par exemple. Ou faire des stores alternatifs, par exemple. Merci Didier. Retour donc au test des différents iPads. On passe maintenant à l'iPad Pro M2. Vous allez voir, il a presque tout d'un Mac. Il a tout presque d'un Mac. Oui. Mais oui, le M2, il a la puce M2 qui est évidemment commune avec le MacBook Air et le MacBook Pro de nouvelle génération. Tu peux nous rappeler un petit peu quelles étaient les différences avec le M1, le M2 on n'a pas notre ami Fred Crassa, donc c'est toi qui va le remplacer. Je vais essayer, même s'il est beaucoup plus calé que n'importe lequel d'entre nous, mais en tout cas voilà. Non, on reste sur une gravure à 5 nanomètres. Il y a 8 cœurs CPU et 10 cœurs en GPU. Donc c'est la même version que la puce du MacBook Air, un peu boostée en fait. Un peu boostée, voilà. Donc la version d'entrée de gamme du MacBook Air M2 est équipée de 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique. Et 8 cœurs GPU. Et 8 cœurs GPU non, versus 10. Voilà. Et là, donc ça veut, franchement, là, quand on s'arrête là, on est. Ouais, ça a l'air pas mal. On pourrait même être tenté de se dire on ne sait pas quoi acheter. Peut-être on pourrait. Voilà, donc il a un cœur de GPU en plus que le M1 par rapport à la génération précédente. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment un argument pour changer. En termes de transistors, on passe de 20 milliards. On est à 20 milliards de transistors contre 16 milliards pour le M1. Et pour le reste, nous souhaitions des améliorations de la tablette
pour qu'elle soit disponible toujours en deux tailles. Ouais. Donc 11 et 12,9 pouces, à commencer donc par l'écran. C'est qu'on aurait bien voulu regarder cette réaction sur Twitter, hein, ça résume bien la tendance. Regardez cette réaction d'Alexandre. Pensez-vous que l'iPad Pro 11 pouces avec mini LED aurait été trop cher pour faire débuter la gamme Pro? C'est ce que j'attends le plus, et des rumeurs affirment qu'on passerait à l'OLED directement, un iPad Pro 11 pouces avec des noirs profonds pour 2023, point d'interrogation. C'est vrai que maintenant, ça fait presque 2 ans, 18 mois que l'iPad adopte un écran mini LED, mais uniquement sur le 12,9 pouces, le modèle que j'ai à côté de moi, avec des noirs profonds aussi. Hein. C'est pas réservé qu'à l'OLED. Moi, j'aime bien le mini LED. Depuis que j'ai grillé ma dalle, le LED, moi, je suis un petit peu... voilà, bref. Passons. Pourquoi pas d'iPad 11 pouces? C'est assez incompréhensible, Christophe. Didier? Oui, effectivement, de ne pas retrouver le mini LED sur le 11 pouces, c'est un petit peu dommage. Maintenant, c'est peut-être effectivement des problèmes de délai, un problème de logistique quelque part en fait qui est existant. Effectivement. À ce tarif-là, après de 1 000 € l'exemplaire, on aurait pu s'attendre à avoir un écran mini LED, Didier. Ah ouais, c'est plus ça. Et puis c'est vrai que si tu fais, le public là qui vise, qui on va dire fait de la photo, de la vidéo en gros, hein, et puis du dessin, c'est sûr que d'avoir des contrastes élevés, d'avoir une bonne luminosité quand tu fais du dessin par exemple en extérieur et tout, c'est vraiment un game changer. Moi je vois la différence entre les deux tablettes, elle est quand même énorme, et tu la payes quand même cher. Tu es à 1 000 € maintenant, enfin 1069 là, je sais plus combien. C'est ça. En plus en 128 Go, donc tu vas vouloir celle du dessus, donc tu es à 1 100 €. Enfin à ce prix-là, t'as tout un tas d'accessoires qui sont OLED, donc c'est étonnant effectivement qu'Apple ne le propose pas. Et ça n'a pas l'air d'être soit c'est pour te pousser à prendre la grande, mais ça paraîtrait quand même un petit peu pervers parce que moi je pense que c'est ça, un format agréable. On sait qu'Apple est très fort, hein, c'est une politique marketing. Alors, j'ai jamais fait d'école de commerce, mais il faudrait que je me tourne vers des spécialistes. Mais c'est une manière de t'amener à acheter la gamme supérieure. Hein. C'est une technique marketing de base. Hein. Bah oui. Dans la poche, c'est quand même pas le même. Hein. Le 9, c'est faut le transporter. Je pense les gens qui prennent le 11, c'est vraiment pour avoir un truc compact. Toi qui as un écran mini LED au quotidien, Christophe, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que c'est vraiment, c'est quand même, moi je trouve super cet écran Retina XDR. Hein, ça fait 18 mois qu'il est là, il n'a pas vraiment évolué, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment ça marche cet écran XDR mini LED, Christophe? Oui, eh bien, donc c'est des LED évidemment qui viennent éclairer l'écran, mais ici la caractéristique principale du mini LED va être de faire toute une matrice en 2 dimensions avec toutes des zones, des mini-zones. Alors ici on a 2500 qui vont répartir l'ensemble de l'éclairage, et donc les pixels qui ne doivent pas être allumés quelque part, qui ne doivent pas être éclairés, dans les 2500 zones, on va peut-être en éteindre toute une partie de manière à ce qu'elles paraissent vraiment noires. Et donc c'est là où on va avoir vraiment des contrastes importants et des noirs profonds. Ouais, c'est un peu moins profond que le LED, parce que là on éteint pixel par pixel, donc les noirs ils sont parfaitement profonds. Là il y a 10 000 diodes sur 2500 zones quand même, donc les noirs sont beaucoup plus profonds, et du coup on peut aussi booster un petit peu la luminosité. Ça c'est la force du mini LED par rapport à le LED qui est un peu plus limité en luminosité, 1600 nits et un taux de contraste d'1 million pour 1. On a fait quelques... Est-ce que c'est vraiment déjà comparable? Parce qu'à un moment, souviens-toi, lorsque Tim Cook a présenté l'iPad Pro, en gros, il nous avait dit qu'ils avaient mis un écran XDR du 6K qu'on a vu passer tout à l'heure en vidéo dans un écran d'iPad. C'est pas aussi simple que ça, Didier. Hein. C'est pas vraiment le même écran que le XDR d'Apple, non. Le 6K, tu sais que tu utilises au quotidien. Évidemment, mais par contre, tu as un peu les mêmes caractéristiques quand même. C'est-à-dire que tu retrouves tes forts contrastes. Si tu as des contenus HDR, même sur YouTube maintenant, tu as du contenu HDR, tu peux les retrouver. Donc en fait, ce qui est bien, moi je le vois maintenant, parce que quand tu crées du contenu HDR sur ton iPhone, donc tu peux le voir sur ton iPhone si tu as un iPhone Pro, tu peux le voir sur ton écran si tu as un écran XDR, tu peux le traiter sur ton iPad si tu as l'iPad 12,9 pouces au moins, tu vois, qu'à 1 an et demi. Et effectivement... aujourd'hui, tout le monde peut créer du HDR avec son iPhone, mais par contre, toute la chaîne, tu ne l'as pas. Donc, c'est bien que ça arrive petit à petit, mais ça met du temps. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'on a fait le mini LED justement parce que l'OLED, ça coûtait plus cher à faire et tout. On s'est dit, tiens, le mini LED, ça va arriver partout.
on va l'avoir partout, on va l'avoir, mais là dans les MacBook Air qui te vendent quand même super cher, tu l'as pas. Là dans le 11 pouces, tu l'as pas. Et moi, je suis très étonné de ça. Je pensais vraiment que ça allait permettre de généraliser finalement cette technologie, parce qu'en fait aujourd'hui, il faut aussi comprendre que la luminosité, tu as une vraie différence entre les gammes, parce que 500 nits en extérieur, c'est pas du tout assez. Alors que quand tu arrives à 1000 ou 2000 même avec l'Apple Watch Ultra, là ça devient utilisable. Et là, on a une vraie segmentation. Et quand tu bosses maintenant, je trouve que ça fait une vraie différence. En tout cas, quand tu es habitué à avoir un iPhone et une Apple Watch qui s'éclaire, et d'un coup tu sors ton MacBook Air, tu fais mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon écran il marche plus. C'est clair. Alors regardez, nous avons visionné un film côte à côte pour montrer la différence entre une ancienne génération d'iPad Pro équipée d'un écran LED par rapport à un iPad Pro M1. C'est pareil, c'est le même écran que sur l'iPad Pro M2 mini LED, et on voit que le noir est beaucoup plus profond, qui est comparable véritablement à l'OLED, avec toujours notre film de référence. Et le rétroéclairage par zone permet d'atteindre vraiment des zones beaucoup plus noires et de produire un contraste de 1 million pour 1. Bref, un noir très profond, c'est vraiment parlant de cette image, où sur l'écran LED, les noirs sont plus gris, car les pixels ne sont jamais éteints sur un écran mini LED. L'angle de vue s'est également amélioré, vous l'avez vu, il s'est élargi. L'écran ne s'assombrit pas sur un écran mini LED lorsque vous passez à gauche et à droite. Alors c'est bien pour la confidentialité des données, si vous êtes dans le train. Moi j'aime pas trop ça, donc je préfère que voilà. Et enfin, dernier point pour être complet sur les mini LED, ils permettent de réduire la distance entre le rétroéclairage et l'écran, et ça permet également de faire des écrans plus fins. Donc on ne comprend pas pourquoi Apple n'a pas intégré un écran mini LED à la version 11 pouces. Autre spécificité, on reprend. Autre spécificité de l'iPad Pro, il est équipé de capteurs Face ID et c'est déverrouillé par reconnaissance faciale. Par contre, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, il demeure situé au sommet de l'écran lorsqu'on tient la tablette en mode portrait et non en mode paysage comme sur l'iPad 10. C'est vraiment dommage. Donc il faut continuer à regarder à gauche la tablette pour faire sa visio en Skype, en Zoom ou en Teams. C'est dommage, il y a le mode cadre centré toujours, heureusement. Et pour être complet pour l'iPad Pro, il est toujours compatible avec l'Apple Pencil 2, regardez, il est là. Pas de souci d'adaptateur comme pour l'iPad 10. Voilà. Alors il y a quand même une nouveauté, Didier, je ne sais pas si tu as eu le temps de la tester, de cet iPad M2. Apple a uniquement insisté là-dessus lorsque Apple nous a présenté son produit lors du product briefing, bien sûr la puce M2 et une nouvelle fonction de survol de l'Apple Pencil. Oui, j'ai testé ça, Olivier. En fait, c'est le rollover du web. Tu sais, ceux qui développent des sites, là, c'est quand tu passes au-dessus d'un élément avec la souris sans cliquer. Tu peux allumer des boutons, des liens et tout. Donc, en fait, d'ailleurs, ça marche sur le web comme ça. Si tu vas sur un site web, il t'allume comme si tu avais une souris qui passait au-dessus. Donc, on retrouve ce comportement. Alors, ils l'ont mis un peu sur les icônes de l'écran principal. Tu sais, quand tu les survoles, elles vont grossir un petit peu sur certains outils, dans certaines applications. Après, il faut l'implémenter. Il faut que les éditeurs l'implémentent. Mais ils ont fait, par exemple, une démo dans l'application Notes. C'est que tu as en fait la couleur et le type de pinceau qui viennent se mettre un petit peu, qui viennent t'indiquer en fait ce que tu as sélectionné. Donc c'est pratique, ça t'évite d'aller voir dans les menus quel truc tu as sélectionné. Le rendu en prévisualisation, en gros. Donc tu vois, voilà, il y a des usages comme ça qui vont être intéressants. Après, ce sera évidemment aux éditeurs de le faire, sachant que c'est un marché d'ultra niche puisqu'il faut uniquement les iPad Pro M2. Donc le temps que ça se généralise, tu vois, je pense qu'on a le temps de voir venir avec tous les stylets V1 qui sont encore dans la nature. Donc on positionne le stylet à 12 mm de l'écran, et quand on le positionne à 12 mm de l'écran, il le détecte et il propose éventuellement, d'ailleurs il le détecte, il active la widget. Bouge, ouais. On voit les widgets qui bougent. Il faudrait qu'on zoome un petit peu plus, mais bref, ça marche assez bien. Il faut bien sûr que les applications soient optimisées. Alors il y a quelques applications qui font déjà le travail. On peut citer Pixelmator ou notamment, oui, ça c'est déjà pas mal. Il y a Procreate, tu l'as dit, ou Procreate, ou encore Safari, bien sûr. Donc on survole la fonction et ça permet de prévisualiser par exemple un rendu, un filtre dans Pixelmator. C'est assez pratique. Bref, avançons sur les iPads. Il y a une volonté vraiment de positionner les amis. Je ne sais pas, peut-être Christophe, tu peux prendre ce sujet à la volée. Apple semble viser de plus en plus les graphistes, on l'a vu avec ce stylet. Et il tente de séduire également les vidéastes en annonçant la gestion de la vidéo ProRes après le HDR. Aussi, la vidéo ProRes, c'est plutôt un bon point. Tout à fait. Donc le ProRes, effectivement, juste pour le rappeler, c'est un format de compression de vidéo qui est utilisé uniquement lors de l'édition de la vidéo.
Donc c'est vraiment, effectivement, comme tu l'as dit, uniquement pour les professionnels, réservé aux professionnels, et ça fait vraiment plaisir en fait à tous les pros qui vont utiliser l'iPad Pro. Par contre, il y a un truc qui me fâche de ouf. Ah, quand même. Mais de fou. Ah. Alors, regarde comme je suis fâché. Je suis vraiment fâché. C'est le Jean-Pierre Coff de la tech, Christophe. Hein, non, c'est tout le temps fâché. C'est chance pour l'Apple Store de. Tant pis, écoute, je crois qu'il est. Ouais, mais on coupera, c'est pas grave. Donc effectivement, ça me frustre de ne pas voir arriver, par exemple, Final Cut Pro sur cet iPad qui a tout pour. Voilà, oui, effectivement, mais bon, Final Cut Pro, c'est quand même cool. Et là, en fait, on peut parler vraiment de cette convergence des deux mondes, parce qu'à la question de savoir est-ce que l'iPad Pro actuel 2022 est réellement comparable à un MacBook, ben, quelque part sur le papier, on a le processeur, on a le clavier, on a le trackpad, on a tout. Donc vraiment une solution de mobilité qui est puissante. Mais à côté de ça, ben, le problème, c'est qu'on n'a que les applications de l'iPad qui vont vers macOS, mais on n'a pas, à l'inverse, les applications de macOS qui vont vers l'iPad, et iPadOS en particulier. Et donc ça me frustre un peu, parce que je me dis que, mais quelque part, peut-être que je pourrais à un moment donné me dire, je travaille que sur iPad, avec un clavier que je décide de mettre ou pas, et là, c'est la vraie mobilité. Mais malheureusement, je peux pas encore aujourd'hui le faire, et tous les pros ne peuvent pas le faire, parce qu'il nous manque des applications. Alors, il y a quand même une surprise qui a été annoncée lors de cette keynote, qui a surpris tout le monde, c'est l'arrivée d'une application de montage, et Apple, on s'attendait à ce que ce soit Final Cut Pro, évidemment, lorsqu'on a fait le bonus briefing, l'application de montage, c'était DaVinci Resolve, le concurrent direct de Final Cut Pro, on le voit là en vidéo, qui a beaucoup de succès chez une nouvelle génération de monteurs, notamment chez nous. Hein. Il ne jure que par cette application. Ça veut dire que la version de base est gratuite, c'est quand même un bel argument. C'est aussi une application de montage et d'étalonnage, donc ça peut être aussi intéressant d'ouvrir ces fonctions d'étalonnage à l'iPad Pro. Donc on est très curieux de voir ça. Ça devrait arriver d'ici la fin de l'année. On a hâte de pouvoir l'essayer, mais c'est encore une fois étonnant, Didier. Je ne pose pas la question à Stéphane parce qu'il est en train de s'étouffer. Qu'Apple, je ne sais pas pourquoi. Et pour qu'Apple n'ait pas été le premier avec Final Cut Pro, Didier. Ouais, mais en fait, aucune appli pro ils ont développé sur l'iPad, alors que tu vois, il devrait avoir les ingénieurs là. On dirait que tout est en silo chez Apple, et que la division logicielle parle pas l'éditeur hardware. Et les gars, on a besoin d'applications. Hein. Mais c'est surtout que, tu vois, là, par exemple, imagine, tu es un vidéaste et tout, tu as ton MacBook Pro, etc. Qu'est-ce qui peut te faire basculer sur un iPad? Quels sont les arguments aujourd'hui? Est-ce que ça va être la puissance? Non. Ton Mac, il est plus puissant. Est-ce que ça va être tous tes périphériques que tu peux connecter? Si tu as un MacBook Pro M2, il ne sera pas beaucoup plus puissant. Hein. Oui, quand même. Hein, on n'a pas un pro comme vous, monsieur. Non, mais l'iPad, en fait, il t'apporte de la mobilité. C'est-à-dire, tu veux bosser un peu dans un train, dans un truc comme ça. MacBook aussi. Et ce qui est assez amusant, c'est quand tu regardes la vidéo, là, je ne sais pas si on peut la passer, mais la vidéo qu'ils te mettent pour présenter l'iPad Pro M2, tu vois une fille, elle a un iPad Pro dans une cage comme ça, et elle filme avec. C'est pour faire la promo, justement, tu peux enregistrer en ProRes avec ton iPad. Ah non, tu ne peux pas enregistrer en ProRes avec ton iPad. Tu peux lire du ProRes, mais tu ne peux pas enregistrer. Non, maintenant, tu as encodeur-décodeur. Donc, ça y est. Tu peux. Ah ouais, non, mais justement, l'intérêt, c'est un peu ça. Et de dire. L'application photo, elle ne permet pas de faire du ProRes. Non, alors les applications tierces pourront le faire. Ah oui. Elle ne le fait pas encore. J'ai testé, hein, ça ne marche pas encore. Mais tu pourras le faire. Et c'est amusant parce que quand tu le vois dans la pub, tu te dis tiens, Apple veut remplacer la RED sur les plateaux de tournage. Sur la caméra, comme ça, qui filme comme ça. Et tu te dis mais quel est l'intérêt de ça? Enfin, qu'est-ce qui va faire que tu vas filmer avec ton iPad? En plus, le ProRes, je crois que tu peux filmer 1h30 avec le stockage que tu as sur l'iPad, tellement ça pompe en termes de stockage. Et en fait, cette vidéo reflète tout le problème aujourd'hui, c'est qu'il manque tout l'écosystème. Comme le disait Christophe tout à l'heure, ceux qui travaillent là-dedans, ils veulent tout. Ils veulent leur périphérique, ils veulent pouvoir mettre des SSD, ils veulent tout un tas de choses. Et on en est encore loin. Et le professionnel de la vidéo, je terminerai là-dessus, il veut pas être un défricheur. Il veut du matériel qui soit meilleur que celui qu'il utilise avant d'y aller. Et même si tu as Resolve qui va arriver, bon, ça va te permettre de reprendre un peu tes projets en mobilité et tout. Mais franchement, si tu as un MacBook Pro dans le train, tu vas pas aller ouvrir ton iPad pour avoir Resolve dessus, quoi. Donc, tu vois, on est encore au début de tout ça. Ça va arriver. Moi, je pense que ça va arriver, mais on est quand même au début de tout ça. Christophe a sa dictée magique. Regardez sa réaction sur Twitter de Mano, a noté l'arrivée du Wi-Fi 6E sur les
iPad Pro M2, c'est vrai. On aimerait également que ça arrive sur Mac, mais il va falloir encore attendre. En tout cas, c'est dit. Merci Mano. Un mot sur le clavier qui lui ne change pas. Regardez, c'est toujours le clavier qui permet d'avoir l'iPad en lévitation. Moi, je trouve ça très élégant. J'aime beaucoup parce que en fait, le clavier permet de surlever l'iPad, donc on n'a pas à baisser la tête, alors que c'est le cas sur la version du 10. Par contre, il manque, on l'a dit, ce qui est propre au clavier de l'iPad 10, les touches de fonction. Il n'y a pas une touche Escape, moi, ce qui est indispensable quand je travaille. Donc c'est assez bizarre. J'aurais pensé qu'ils le mettent à jour. Et ben, c'est pas pour cette fois-là. On va voir. Encore une fois, on a l'impression que Apple travaille avec des équipes séparées qui ne communiquent pas entre eux. Tiens, nous, on va mettre des touches de fonction et pas nous. Et ça fonctionne vraiment en silo. Le vrai défaut de ce clavier, c'est son poids, 1,3 kg. Ça double le poids de l'iPad Pro. Sachez-le, si vous voulez un MacBook Air, c'est beaucoup plus léger, croyez-moi. Voilà. Pour conclure sur l'iPad Pro, Apple tente de convaincre les pros, on l'a dit, de switcher de leur Mac vers l'iPad, mais pour s'en faire, il manquait à l'iPad un vrai mode multitâche. Et il est arrivé avec l'iPad OS 16, son nom c'est Stage Manager. Alors après quelques semaines d'usage, est-ce qu'on a été convaincu par Stage Manager? La réponse après ce jungle. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de Stage Manager? Est-ce que c'est l'avenir de l'iPad? On rappelle brièvement ce que c'est Stage Manager, c'est la fonctionnalité qui souhaite... On l'a dit, faire entrer l'iPad dans le monde du desktop, brancher un moniteur externe, on a presque l'impression d'être dans macOS, Christophe. Oui, clairement, on a l'impression d'être dans macOS. Et surtout, il y a un truc qui est un petit peu particulier, c'est que la fonctionnalité n'est pas activée par défaut. Donc, il va falloir aller dans la configuration, dans le menu de configuration de l'iPad et volontairement l'activer. Donc, ça me laisse un arrière-goût parce que quelque part, je me dis que Apple n'a peut-être pas suffisamment confiance en Stage Manager pour le considérer comme quelque chose qui peut être utilisable par monsieur, madame, tout le monde lors de la sortie de la boîte de l'iPad. Il semble qu'il y ait une petite mise à jour d'iPadOS entre-temps qui l'active par défaut. Depuis quelques heures, voire depuis ce matin, pour être précis. Parfait. Mais donc là, c'est un peu bizarre parce que je viens justement sur un tout nouvel iPad que j'ai ici entre les mains, de justement faire la dernière mise à jour et malgré tout, j'ai dû l'activer. Donc, à voir. Non, en fait, j'ai fait la mise à jour et j'ai pas eu l'active. Bon, enfin bref, c'est encore une fois les joies de l'iPad. Alors concrètement, comment ça marche, Christophe? Concrètement, on va vraiment avoir à sa disposition sur toujours le dock. Donc là, c'est vraiment très, très proche du Mac, de macOS. C'est très proche du Mac. On va sans doute avoir l'opportunité d'en parler, mais on peut aussi venir le brancher sur un écran extérieur. Et donc là, on a vraiment l'impression d'être sur un Mac pour le coup. Et puis sur le côté, on voit toutes les fenêtres qui sont venues se stocker sur le côté, qui sont toutes les applications qu'on peut venir chercher à tout moment. Et un truc sympa aussi, c'est qu'on va pouvoir définir la taille de la fenêtre comme on le désire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et plus on a des processeurs puissants, plus on a de la mémoire, plus quelque part les usages doivent aller vers le multitâche. Et donc, quelque part, le fait d'avoir un essai de multitâche, le fait que Apple nous pousse au multitâche au travers de cette fonctionnalité-là, c'est pas plus mal, je trouve. Ouais, c'était un vrai manque, Didier. Il n'y a pas encore une fenêtre flottante comme sur Mac, mais Apple tente d'y aller. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de magnétisme. Apple veut faire les choses à ta place, il veut organiser à ta place tes fenêtres. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant. Puis sur le Mac, quand tu l'actives et que tu le désactives, tu perds aussi tes fenêtres. Et sur l'iPad aussi, il perd l'endroit où étaient tes fenêtres. Donc voilà, c'est un peu. En fait, c'est marrant parce qu'il réinvente la roue en fait. C'est-à-dire que la gestion des fenêtres, ça date du système quasiment 1, tu vois. Ouais, le premier Mac. Et tu te dis, il pourrait pas juste nous faire le truc qu'on avait avant. Mais en fait, finalement, est-ce qu'il y a. Enfin, moi j'ai du mal à voir où est-ce qu'ils vont avec ça. C'est-à-dire que est-ce qu'ils nous refont le Mac par la voie du tactile, puis finalement on aura exactement le même système sur les deux machines. Quelque part, est-ce qu'il faudrait mieux pas faire une espèce de double boot, tu vois, où tu es une espèce de système de fenêtrage un peu stylé et tout, avec les applications classiques, et puis une version un peu tactile,
où tu n'es peut-être pas tout, mais que ce soit plus optimisé pour le doigt. Et là, je ne sais pas si Apple se perd pas un peu dans ce truc-là. Stage Manager, même chez Apple, apparemment, ça ne fait pas l'unanimité, puisqu'ils ont poussé la sortie, l'implémentation. Tu vois, moi, ces fenêtres à gauche, là, je trouve que c'est un peu le bordel. Ça fait 2 docks, en fait. Ouais, exactement. En fait, c'est un mix entre les espaces, là, et puis le dock, en fait. Et je trouve que c'est pas encore bien fait. Tu vois, pour moi, j'ai essayé de mettre. Moi, je mets souvent les enfants ou ma mère, tu vois, des gens qui sont un peu. Voilà, qui n'ont pas trop l'habitude de ça, mais ils se perdent complètement là-dessus. Même les power users, franchement, ils connaissent pas toutes les commandes. Hein. Stéphane, ton avis sur Stage Manager? Alors, la volonté d'Apple d'aller vers l'application universelle avec cette uniformisation, l'abandon d'Intel, il y a maintenant, je ne sais plus combien, plus de 2 ans maintenant. Ça va faire 1 an et demi. Voilà, 1 an et demi, voilà. En fait, c'était peut-être le premier coup qui me voulait montrer vers le côté, tu as raison. Voilà, qui était le côté un peu universel. Et peut-être pour l'instant, c'est peut-être un coup raté en fait pour le moment. En tout cas, l'intention est bonne, mais l'exécution n'est pas encore exceptionnelle. Mais c'est vrai que d'un côté, travailler sur son iPad, puis passer sur son MacBook et finir sur son iPhone ou vice versa, c'est peut-être ce qui va se passer demain en fait. Et je sais pas, je sais pas si c'est un problème d'exécution, je sais pas si c'est un problème d'usage ou quoi que ce soit. Didier n'avait pas tort, ils auraient pu faire le choix de proposer une solution hybride comme Microsoft, tu branches le clavier et tu passes sur macOS. Ouais, voilà. Mais apparemment, je crois que c'était Craig Federighi qui l'annonçait, c'est pas dans l'ADN d'Apple, il n'en veut pas entendre parler. En attendant, on est toujours entre deux. On ne sait pas trop c'est quoi la direction. Et c'est vrai que, voilà, moi j'aimerais bien avoir un iPad Pro Mac. Non, mais c'est parce que c'est pour avoir. Moi, maintenant que je vais faire mon faillot, mais c'est vrai que je prêche pour que tu aies un jour ton Mac tactile. Ah, ça y est, enfin. Non, mais c'est pour toi, moi je m'en fous, je n'utiliserai pas. Mais il existe, mais il faut juste pouvoir l'installer. Voilà, il y a des rumeurs qui reviennent régulièrement. Oui, mais non, mais c'est. Du portage de macOS, mais voilà. Pas pour tout de suite. En tout cas, c'est faisable, vu que c'est la même puce. Là, c'est vraiment très facile. Voilà, regardez cette réaction de Stéphane Ferré en conclusion. Regardez, je garde mon iPad Pro, avec la puce A12, car il assure toujours que ce soit avec ClipPen Studio, LumaFusion ou encore Pixelmator. Pour le changement vaudra le coup quand les apps mixtes iPad Mac seront plus nombreuses et optimisées. Voilà. C'est vrai qu'on est encore en phase de migration. En fait, excuse-moi, en fait, je trouve qu'ils n'insistent pas pendant la WWDC. Je ne sais pas s'il y a une incitation suffisante. En tout cas, ils essayent. Mais je sais pas, j'ai l'impression que... Il n'y a pas les le marché, c'est pas quand je vois déjà le Mac App Store, là, il y avait des chiffres qui sont sortis cette semaine qui disaient qu'il y avait très peu d'applis qui sortent sur le Mac App Store. Et en fait, sur des apps vraiment pro pour les iPad Pro, je pense qu'il y en a encore moins qui sont, qui ne sont pas surtout. Et en fait, c'est un problème de marché. Genre, à un moment, l'éditeur, il va pas non plus mettre tu vois, même Resolve, moi, je suis surpris qu'ils arrivent sur iPad. Peut-être qu'Apple les a aidés, il les a un peu financés, on ne sait pas en fait les deux. C'est dingue, hein. Mais il y a quand même très peu d'applis ultra pro qui sont vraiment faites pour ces iPad Pro. Et là, tu vois, quand tu veux tester le M1 par rapport au M2 sur l'iPad, bon, tu peux faire des exports parce que voilà, il est doué pour faire des exports, mais sinon, en pratique, tu as du mal à trouver les applis. Il y a très peu d'applis vraiment ultra pro en fait sur ces tablettes encore. Et le software, pour moi, c'est la clé. Et en fait, quand l'iPad Pro est sorti, c'est quand même 2016. Tu vois, maintenant, on a quand même Adobe et tout. Il y en a quand même pas mal qui ont sorti des trucs, mais c'est quand même pas non plus la déferlante comme sur iOS, par exemple. Allez, retour sur les tests de l'iPad 10 et de l'iPad Pro M2. C'est l'heure des benches. Que valent les nouveaux iPads au registre des performances brutes? Et pour ce faire, nous les avons soumis au classique test sous Geekbench. Regardez si tu veux commenter, mon ami Didier. On a commencé par comparer l'iPad 9 à l'iPad 10, l'iPad Pro M2 à l'ancien modèle équipé d'une puce M1, et on a même rajouté le MacBook Air M2, c'est c'est le Bench, Geekbench 5 en CPU. Alors c'est de la performance brute, mais c'est assez révélateur de la puissance intrinsèque. Si on peut remettre la slide, s'il vous plaît. Didier. Oui, d'ailleurs, quand tu regardes le test multicœur, il est même au-dessus de ce qu'annonce Apple. Moi, j'étais assez surpris là-dessus. Donc Apple t'annonçait, je sais plus, 10-15%, et était plutôt à 20% de gains en multicœur, donc c'est quand même pas mal. Alors je vais vous donner les chiffres parce qu'ils n'apparaissent pas dans la slide. iPad 9, 1327 en bleu, 3406 en multicœur, c'est pas mal pour le petit iPad 9. L'iPad 10 fait un peu mieux, 1590 en simple cœur, 3893, c'est pas non plus
voilà, il écrase pas totalement l'iPad 9 qui est toujours en catalogue. On avait l'iPad Pro M1 bien sûr qui était loin devant, 1720 en monocœur, 6890. L'iPad Pro M2 fait mieux, un petit peu mieux en simple cœur, 1873, par contre beaucoup mieux en multicœur, 8191 points, c'est presque 1000 points de mieux. À titre de comparaison, le MacBook Air M2 équivaut en monocœur, hein, regardez, c'est exactement le même niveau, 1924, il va un peu plus vite en multicœur, 8816, oui, hein, ça va aussi vite qu'un Mac, on en a l'illustration, Didier. Oui, par contre, c'est vrai qu'en pratique, on te donne un iPad Pro même de 2018 avec un A12X. Moi, je te mets au défi de savoir quel est le plus rapide, si on ne dit pas lequel c'est. Avec toi. Parce que vraiment, au quotidien, tu ne vois pas la différence. Mais bon, c'est le cas avec les Mac aussi, il ne faut pas exagérer. Mais les Mac, tu as pas mal d'applis quand même, où justement Resolve et tout, Final Cut, Logic, où tu peux vraiment mesurer ça. Là, moi, je cherche un peu des applis. J'avais 3D Mark, tu vois, bon, on va parler de la partie 3D après. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose non plus pour vraiment bencher ces performances CPU. Et finalement, c'est pas plus mal, parce que tu te dis, voilà, c'est un peu sous le radar, mais petit à petit, tu as quand même des machines ultra puissantes, potentiellement, quoi. Après, Didier, il y a aussi le fait que ça demande... les développeurs doivent absolument penser au multicœur quand ils développent. Et ça, c'est pas gagné d'avance. Il y a quand même pas mal d'applications qui sont monocœur. Et donc, globalement, quand on voit les benches qui ont été faits, on peut se dire qu'entre l'iPad 9 et l'iPad Pro M2, finalement, en monocœur, il y a une différence, mais elle n'est pas flagrante, elle n'est pas énorme. En termes de tarif, on ne la paye pas, c'est clair. Tout à fait. Et donc, si on n'a pas du multicœur, si les multicœurs ne sont pas utilisés, ça sert strictement à rien, en fait. Sans doute que c'est une partie de l'explication de pourquoi on ne voit pas la différence entre les différentes machines. Est-ce que tu peux nous parler des performances graphiques sous métal, Didier ? Mais bien sûr, mon cher Olivier. Et là, pareil, on est, je trouve, un petit peu au-dessus de ce que nous annonce Apple, puisque tu vois, entre l'iPad Pro M1 et M2, c'est assez énorme, le gap est assez monstrueux. Donc là, alors je peux donner les chiffres, on était à 21 245 et on passe à 33 123. Là, tu vois que le gain, c'est plus que de 50%, alors qu'Apple te dit, je crois, 35%. C'est déjà pas mal, mais vas-y. Et moi, j'ai fait un test, alors il n'est pas sur ton slide, mais dans 3D Mark, les gens pourront aller voir sur Mac Forever, et je trouve à peu près des performances similaires, et en plus, le M2, il s'écrase moins vite. C'est-à-dire que tu sais, les fréquences baissent au fur et à mesure que tu fais tes benches, et là le M2 vraiment a toujours des bonnes performances. Et en fait, c'est très bien que ça progresse plus sur la partie graphique, parce que à la limite, comme le disait Christophe tout à l'heure, sur la partie CPU, voilà, bon, peut-être en multitâche ou sur quand tu relances des applis les unes après les autres, mais sinon la partie GPU c'est utilisé partout. C'est-à-dire quand tu as des écrans externes, quand tu fais du graphisme sous Procreate, etc., pour la photo, pour la vidéo. Donc c'est vraiment, je dirais là, si tu es dans ces domaines-là, tu te dis tiens, voilà, quand j'aurai mes grosses applis ou si je traite des gros fichiers ou du ProRes et tout, ça vaut le coup vraiment de miser sur le M2 pour le coup. Si on peut remettre là 30 secondes, regardez, effectivement l'iPad Pro M2 met une gifle à la MacBook Air M2, 33 123 contre 25 784, mais on a triché puisque c'est le MacBook Air M2 d'entrée de gamme. Il n'y a que 8 cœurs GPU contre 10 pour l'iPad Pro. Voilà, mais il n'y avait pas. Voilà, donc c'est comme ça. Par contre, on voit une nette différence avec l'iPad 9. Il est 4 x 7, 25, presque 5 fois plus rapide en graphique que l'iPad 9, 3 fois plus rapide que l'iPad 10 et un tiers plus rapide, ce qui est déjà beaucoup, que l'iPad Pro M1. Donc une vraie différence. Regardez cette question Twitter de Nicolas Gorias. Autre question, quid de l'autonomie sur l'iPad Pro qui n'est pas bonne. Est-ce que vous avez trouvé, les amis, Christophe, Didier, ou encore toi avec ton petit 12 pouces, mon cher... Oui. C'est 11,2. 11, je ne sais plus comment. 11 pouces. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a des problèmes d'autonomie avec l'adoption de la puce M1 et maintenant de la puce M2 ? De toute façon, l'autonomie de l'iPad Pro, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne d'office. Donc, mais si tu travailles toute la journée, tous les graphistes qui travaillent avec Procreate, ou si tu as le malheur de mettre un écran externe, tu sais qu'il faut que ton truc soit branché. Sinon, tu es bon pour le recharger au moins 2 fois par jour. Et je dirais que le problème, c'est pas que l'autonomie ne soit pas bonne, c'est surtout que c'est lent à charger. Il faut 2h30 pour charger un iPad Pro, et qu'il n'y a pas de charge rapide. Donc, même en 30 minutes, tu mets rien, tu mets 20%. Donc c'est un vrai problème, ça, par contre. Et puis là, ils auraient pu le faire, parce que tu vois, il n'y a pas beaucoup d'améliorations. Ça aurait été cool d'avoir ça. Donc, confirme. Tu confirmes moi, là, il était à 100% en arrivant, il est à 68%. Donc toi, tu as la version 11, je ne sais plus combien de pouces. Pareil. C'est une cata. Christophe ?
Oui, ben c'est le même constat. Effectivement, ça se rapproche beaucoup plus de l'usage qu'on fait d'un Mac, mais effectivement, la charge de la batterie en fait ne tient pas sur la journée. Ouais. Et puis continue à mettre le petit adaptateur qui était livré auparavant avec les iPhone Pro. Il livre encore l'adaptateur secteur, mais il faudrait un adaptateur de Mac avec recharge rapide, croyez-moi. Regardez pour conclure cette nouvelle réaction de Nicolas Gorias sur Twitter. Je mets au défi de faire la différence dans l'utilisation entre un iPad Pro M1 et un iPad Pro M2 pour 99% des utilisateurs. Par contre, pour votre portefeuille, c'est une autre histoire. Il est assez d'accord avec toi, Didier. On ne pouvait en effet conclure cette émission que par l'addition que va vous proposer Apple. Vous allez voir, elle est vraiment salée. En résumé, trop cher, les iPads, beaucoup de réactions, énormément de réactions sur le compte Twitter de RLM sur le fait que vous trouvez l'iPad 10 et l'iPad Pro M2 beaucoup trop cher. Pêle-mêle, regardez cette réaction de Geoffrey. Je voulais changer mon Pro 2018. Là, ça m'a coupé l'envie. Je vais me rabattre sur un Pro M1 d'occasion. Didier vous l'a dit, la bonne solution, c'est l'occasion. Autre réaction de Manu, encore lui. Les prix. L'inflation a bon dos. D'ailleurs, les services avec l'Apple TV+, et Apple Music et Apple One ont même augmenté. À quand iCloud ? Ça va arriver, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Malheureusement. Une réaction à nouveau de Nono Bruno. J'ai eu mon iPad R5 M1 juste avant l'augmentation de 90 €. Laurent nous l'avait dit qu'il est en vacances cette semaine, il y a quelques mois il y a quelques semaines lorsqu'on a repris la saison et qu'il y a eu l'augmentation des prix, on était un peu scandalisé par les prix des iPhones en disant mais achetez vite les anciens modèles ou les produits actuellement en catalogue car les prix vont augmenter et malheureusement ça se confirme. Autre réaction de François SLN, Apple est-il entré en guerre contre l'Europe pour appliquer de telles augmentations en espérant que les acheteurs soient moindres pour que les prix redescendent un peu? Est-ce que vous pensez les amis qu'il va y avoir enfin un coup de menton des utilisateurs d'Apple? On est les premiers à défendre Apple, mais là, franchement, c'est exagéré en termes de tarification. Oui, tout augmente, ma bonne dame. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le définir. On pourrait défendre Apple en parlant d'inflation, d'une inflation de 8% l'année. Et donc, effectivement, quelque part, ça joue. Toutes les entreprises doivent augmenter leurs prix. Maintenant... Oui, mais alors tu l'augmentes aussi aux États-Unis, ton prix, pas uniquement en Bien sûr, bien entendu. Je serais un peu... Stéphane. On va dire, vous allez peut-être rigoler, mais peut-être qu'ils le font exprès pour pas qu'on achète et qu'on respecte l'environnement. Voilà. Alors regardez cette réaction de Julien Serre, il résume assez bien, en tout cas moi ce que je pense. Apple continue à dérouler son augmentation tarifaire, vit dans sa bulle, coupé du monde, bref une année avec aussi peu de nouveautés sur une grande majorité de produits. C'est une belle erreur, Mr. Cook. Autre réaction de Jeff Jeff Body. Il va choisir aucun nouvel iPad cette année. Le prix est vraiment trop élevé. Si tu rajoutes un pencil et un clavier, c'est le prix d'un MacBook. Regardez, en effet, on s'est amusé à faire quelques slides. Un iPad 10. Regardez, on a comparé l'iPad 10 avec un MacBook Air M1. Vous prenez un iPad 10 qui est facturé 589 € avec seulement 64 Go de mémoire en version Wi-Fi. Si on y ajoute un Apple Pencil, 119 €, un adaptateur USB-C, Lightning, 10 € et enfin un clavier, 299 €. L'addition est salée, 1007 € et pour aller quelques euros de plus, quand même 200, vous avez un MacBook Air, mais avec 256 Go de mémoire, c'est quand même mieux. Ouais. Alors certes, c'est le MacBook Air M1 de première génération, mais voilà, c'est un vrai outil de travail. Et puis la puissance, croyez-moi, c'est incomparable entre un iPad 10 et un MacBook Air M1. Nous avons également comparé le prix d'un iPad Pro M2 à celui d'un MacBook Air M2 d'entrée de gamme. Cette fois-ci, l'iPad M2 est facturé en entrée de gamme à la coquette somme de 1069 € en version 11 pouces, mais là c'est la version 13 pouces, 1469 €, proche, voilà, c'est le proche du prix du MacBook Air tout seul. À cela, il faut ajouter l'Apple Pencil, 149 €, la Magic Keyboard, 429 €. Et en gros, si vous voulez l'équivalent d'un Mac, avec en plus le tactile et le pencil, il faut débourser plus de 2000 €. Ça fait un énorme écart là, c'est le prix d'un MacBook Pro. Sachant que lui, en plus, vous avez de base que 128 Go. Donc, si vous voulez 256 Go comme le MacBook Air M2 ou 512, il faut mettre 1599 voire 1849 €. C'est quand même du délire. C'est fou.
Et par contre, tu vois, avant on disait ouais, t'as qu'à prendre un iPad pas M1 ou la génération d'avant. En fait, c'est de plus en plus dur à trouver. Là, tu vois, en faisant mes tests, je cherchais un petit peu les boutiques qui vendent. Alors, tu arrives sur des trucs genre le reconditionné et tout, donc c'est entre guillemets de l'occasion. Mais par contre, si tu veux acheter, on se dit tiens, Apple fait ça pour vendre un peu les anciennes gammes et qui sont plus rentables, mais même plus tellement parce que les prix ont augmenté officiellement chez Apple, mais c'est très dur de les trouver par exemple sur Amazon. Alors, le seul bon point, c'est que là, par exemple, même les iPad Pro, ils ont déjà baissé sur Amazon. En fait, Amazon, c'est un peu le canal d'Apple maintenant pour acheter les produits, on va dire, pas trop chers, mais quand même sur le canal officiel. Donc, ils jouent un peu là-dessus quand tu vois. D'ailleurs, tu le vois très vite dès qu'il y a des produits qui se vendent pas bien. Moi, je pense que l'iPad 10, il va très vite retomber autour de 500 €. À mon avis, pour Noël, il sera à 499 ou 529, ce qui, on va dire, reste cher, mais est un peu plus acceptable. Et les iPad Pro, c'est déjà le cas. Donc, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'acheter ces produits. Et surtout, comme tu dis, des fois, il y a des points de comparaison. Là, quand tu vois un MacBook Air M2, franchement, si tu fais quasiment toutes les activités à part du graphisme, que tu as vraiment besoin du stylet, prends un MacBook Air, même un M1 finalement. On aura beaucoup plus pour ton argent. Alors, est-ce qu'il vaut mieux acheter un iPad 10 ou un iPad 9 ? On a également fait un petit slide, regardez, à gauche, l'iPad 10 vendu dans sa version de base à 64 Go également. On a le même prix que tout à l'heure, 589 €. Il n'y a pas de version 128 Go, il faut passer directement aux 256 Go à 789 €. Et vous avez une version cellulaire 5G pour 200 € de plus. Et en face, vous avez un iPad 9, 64 Go, 439 €, 250 Go, 639 €. Version cellulaire, c'est pas de la 5G, non, c'est une erreur, c'est de la 4G et ça coûte 170 € de plus. En fait, ce qui aurait été bien, c'est que l'iPad 10 soit au prix de l'iPad 9. On est tous d'accord sur ce point-là. Ça c'est sûr. En fait, quand on regarde tout ce qui sont sortis comme iPad ces derniers temps, il y a peut-être une bonne idée ou un début de bonne idée sur chaque produit, sauf qu'ils sont disséminés sur plusieurs iPads. Oui, c'est un mix. Et c'est incompréhensible. Un iPad. Voilà. C'est incompréhensible. C'est comme si, voilà, on sait la gamme est quand même hyper compliquée à lire. Ça devrait être un vrai casse-tête à lire. J'ai l'impression de revenir de Apple 30 ans avant le retour de Steve Jobs, où il y avait une pléthore de produits. Et même couleur là, bientôt une imprimante. Bientôt une imprimante, mais je sais pas. Mais c'est très difficile de. Alors ça justifie notre travail de passer plus d'1 heure ce soir à parler des iPads, mais pour vraiment. Pointer du doigt la bonne affaire du moment dans la gamme iPad, c'est compliqué. Alors on se demande d'ailleurs si la meilleure affaire ne serait pas de choisir un iPad Air. Alors on a comparé l'iPad 10 à l'iPad Air M1. Alors regardez, à gauche l'iPad 10, à droite l'iPad Air M1. Alors, il y a une différence de 200 €. Vous avez une puce M1, vous avez une version cellulaire également 5G. Vous avez un Apple Pencil 2. Moi j'aurais plutôt tendance à dire, si vous en avez la possibilité, s'il y a des bonnes affaires et des fins de série d'iPad Air M1, c'est plutôt la machine sur laquelle je me tournerai. Et puis vous avez un vrai écran laminé là-dessus. Vous n'avez pas de l'OLED, mais c'est un détail. De toute façon, l'OLED n'existe pas dans ce format de l'OLED, de mini-LED dans ce format-là. C'est réservé aux 13 pouces. Question Twitter, regardez, de Max. Je prouve que un iPad Air 4 reconditionné est beaucoup plus intéressant à l'achat. Effectivement, Didier l'a dit en préambule de cette émission, le bon moment serait peut-être de chercher les bonnes affaires, le reconditionner, les fins de série. Moi, j'ai du mal à croire qu'un iPad 10 à ce prix-là un iPad Pro, pourquoi pas. Bon, ça destine à des pros, mais un iPad 10 à ce prix-là va se vendre facilement, mais plus rien ne m'étonne avec Apple. J'ose espérer que les prix vont baisser et qu'on aura des bonnes affaires à faire. Surtout si les gens ne se ruent pas sur ce nouveau modèle. Il y a le Black Friday bientôt et il faudra suivre la page sur Mac Forever, je suppose, Didier, et je suis sûr qu'il y aura des bonnes affaires sur ces nouveaux produits. Ça paraît sûr. Il est tard le Black Friday cette année, donc Apple va vite voir si ça se vend pas et t'inquiète qu'ils vont baisser les prix très vite. Donc il faut regarder la page dédiée. Voilà, mais encore une fois, on a du mal en plus de comprendre l'augmentation tarifaire et au-delà, l'augmentation tarifaire qui est très ciblée sur l'Europe notamment, entre autres, et ce qui est assez incompréhensible. Allez, on passe à vos coups de cœur. On va passer à 2 roues pour une fois, et non pas 4 roues avec Didier Policani. Ouais, on sort un peu de la tech en ce moment, mais je trouvais ça rigolo. En fait, je voulais tester, tu sais, je sais pas si toi tu fais du vélo,
Bien sûr. Mais voilà, comme tout bon Parisien maintenant, tu hésites à avoir un vélo. Mais les vélos électriques, c'est quand même cher. C'est-à-dire, en gros, si tu veux un truc bien, c'est au moins 1500 €. Et 1500 €, même avec les aides et tout, c'est quand même un bon budget. Et là, en fait, je voulais tester des modèles. Alors maintenant, tout est un peu fait en Chine, hein, même si tu achètes chez Decathlon et tout, c'est tout fait en Chine. Donc, il y a des Chinois qui font des vélos électriques vraiment pas chers. Là, j'ai testé un VTT, je crois qu'il coûtait 800 € avec les bons de réduction et tout. On voit les j'ai testé à Chamonix, tu vois, on est allé vraiment dans les chemins, je suis parti avec mon frère et mon père, on a testé ça. Et j'ai testé un VTC aussi, donc qui s'est arrêté un petit peu plus tôt, parce que bon, à Chamonix, les chemins, ils te pardonnent pas. Hein. Mais là, tu vois, on le voit à l'image, et ben écoute, le VTT, il marchait pas si mal. Alors évidemment, c'est quand même pas fait pour faire des sports extrêmes et tout, parce que si tu veux un gros VTT, t'achètes un moustache à 4-5 000 balles. Mais franchement, j'ai trouvé que pour un prix d'appel et tout, c'est presque le prix d'un VTT classique, musculaire. Et du coup, vous pouvez aller voir la vidéo, on s'est amusé. Bon, voilà, c'est sans prétention, mais il y a un peu de tech, parce que tu vois, le truc, maintenant, c'est quand même, t'as des petits moteurs, t'as un petit écran et tout. Alors celui-là, tu peux pas le connecter à ton iPhone, mais pour le prix, les finitions et justement toute la techno embarquée, j'étais assez impressionné. Donc voilà, et ça s'appelle Eleglide, et je vous ai fait un test sur Mac Forever, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous ai même fait une vidéo. On ira voir ça avec plaisir. Christophe, de ton côté, ton coup de cœur? Alors mon coup de cœur, ce sont ces petites choses-là, tu vois, qui s'appellent des NFC. Tu les prends, oui, exactement. C'est mon côté religieux. Ah si, tu peux les manger. On est agnostique dans Refait le Mac. Exactement. Ah bon? Et donc, en fait, ces NFC-là, globalement, ça existe sous plein de formes différentes. Donc, tu peux les avoir sous la forme de carte de visite, sous la forme carrée, etc. C'est Christophe Degrave que je vois là. Exactement. Oui, on vous a fait une petite vidéo. Et le truc qui est génial, c'est de les associer avec une application qui s'appelle Shortcuts, donc de chez Apple, dont on a déjà parlé, et qui permet de créer des scripts, de créer des automatisations avec Home. Et donc le truc qui est génial, c'est qu'on va pouvoir en mettre partout dans la maison. Il n'y a pas de batterie avec ça, donc c'est génial. Et puis on va pouvoir en déposer une du côté d'une lampe de chevet, par exemple, et venir positionner son smartphone à proximité de la lampe de chevet. Il va détecter le NFC, il va déclencher par exemple le fait que la lampe de chevet s'allume pendant 2 minutes et puis s'éteigne par la suite. Tu peux définir des scénarios en clair. Des scénarios, clairement, et voilà. Moi de mon côté par exemple, j'ai une porte qui s'ouvre de façon électrique, une porte d'entrée qui s'ouvre de façon électrique. Eh bien, je suis venu disposer ça, j'ai été cacher ça du côté de la porte d'entrée, et comme ça ma femme et mes enfants peuvent arriver et juste déposer leur smartphone à proximité du petit NFC et automatiquement ça va ouvrir la porte. De façon sécurisée, parce qu'il faut quand même Home installer et configurer sur le smartphone pour que ça puisse le faire, donc n'importe qui ne pourra pas le faire. Ça coûte 17 € pour 30 NFC sur, par exemple, Amazon, mais on en trouve un peu partout. Effectivement, ne les mangez pas, par contre. Après, on peut suivre dans l'estomac, ça peut être rigolo. Ce serait cool de les avoir en Bluetooth, Christophe, parce que ça éviterait de poser le téléphone. Ils pourraient faire comme des beacons, là. Comment ça se fait que ça n'existe pas, ça? Ça viendra. Ici, la technologie, c'est vraiment NFC, donc c'est Near Field Communicator, donc c'est vraiment le fait de venir poser ça à proximité. Tu peux faire ça avec une Apple Watch aussi, j'imagine. Je ne l'ai jamais essayé. Bon, on va essayer. En tout cas, c'est moins cher que les Apple Tags, en tout cas, c'est clair. C'est pas cher. Merci Christophe. De ton côté, Stéphane, ton coup de cœur? C'est une série sur Amazon Prime, en tout cas un documentaire sur Amazon Prime, qui est la saison 2 du documentaire consacré, tourné par le frère d'Orelsan sur Orelsan, qui s'appelle Montre jamais ça à personne, et c'est la saison 2 et ça montre les à côté de la création de ses derniers albums, et c'était fascinant. Même, je vous dis, je connaissais pas peu ou pas l'artiste de la saison 1, à peine plus. Tu es plutôt rap d'habitude, hein. Moi, je comprends rien. Et en fait, j'ai pris franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir, et je vous encourage à la voir, même quand on connaît pas ou on connaît peu le rap ou sa musique, on prend un énorme plaisir. C'est super. Et c'est vraiment une belle série. Voilà. Il n'y a pas une culture rap développée, très développée, je trouve ça remarquable. Allez, mon coup de cœur de l'autre côté, je suis très fier de pouvoir vous la montrer en avant-première. C'est un vrai grand coup de cœur. Ouais, c'est la nouvelle émission qui va arriver prochainement, si tout va bien, la semaine prochaine, mercredi soir, sur la chaîne d'On refait le Mac. Ça s'appelle On refait la pop. Regardez, elle est présentée écrite par Christophe Degrave. Soyez au rendez-vous de cette émission qui célèbre la pop, culture, jeux vidéo, films, séries, dessins animés. Même des voitures, vous allez voir, Christophe nous a préparé un formidable voyage dans le temps pour nous faire découvrir les objets cultes des années 80 et 90. Et pour ce premier épisode, Christophe, de quoi vas-tu nous parler? On va parler de la dictée magique. Ah bah tiens, c'est l'ancêtre de l'iPad en fait.
Oui, c'est exactement ça. Et tu pouvais déjà l'avoir en orange, tu vois. Donc, super couleur, mais tu n'avais qu'un seul modèle. Et puis, la batterie dure vraiment pas mal de temps. Donc, tu vois, avec en plus un son presque stéréo. Donc, c'était vraiment très bien. Et vous allez voir, c'est vraiment un super objet de la pop culture. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez, on refait la pop. Bravo et encore merci Christophe. Hâte de regarder cette émission mercredi soir. Soyez au rendez-vous sur la chaîne d'On refait le Mac pour découvrir On refait la pop. C'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Normalement, la semaine prochaine, on vous réserve une petite surprise. On va parler d'assistants vocaux et on aura la chance d'avoir en plateau les concepteurs de l'assistant vocaux de Sonos. Ce sont des Français et en exclusivité, ils raconteront comment ils ont mis au point le premier assistant vocal qui est intégré à une enceinte et qui n'a pas besoin d'aller dans le cloud et préserve donc votre vie privée. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, bien sûr, en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.